messages de condoléances. Ces dizaines de bouquets ont été préparés avant les obsèques de Liana Parse-Fleuriste, qui a vu son carnet de commandes augmenter ces derniers jours. Plus que d'habitude, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une histoire très, très triste, quoi. Des fleurs livrées à Florence, là où se dérouleront les funérailles. Cet habitant a justement prévu d'y participer. Je me rends là-bas et voilà, je me fondrai dans la masse. Parce que c'est dramatique ce qui s'est passé. On reconnaît voilà, la douleur de la famille et on s'associe à eux. Ces funérailles commenceront à 14h30 dans ce cimetière. À la même heure, un moment de recueillement devant chaque mairie du département du Gers sera observé. Le maire Déoz est à l'origine de l'initiative. Parce que le département est vraiment meurtri par ce qui se passe. On se connaît tous, hein. C'est un petit département de 190 000 habitants. L'inhumation se fera, elle, dans la plus stricte intimité. Dimanche dernier, 6000 personnes s'étaient rassemblées à Florence pour une marche citoyenne. L'enquête avance, l'autopsie est terminée, les examens complémentaires aussi, puisque le corps a été rendu à la famille, les obsèques auront lieu cet après-midi à 14h30. Les analyses dans le véhicule ont été faites. Vous savez, c'est une Peugeot 3008 grise anthracite qui était assez ancienne, donc les recherches ont été un peu plus poussées. Mais en revanche, les analyses anatomopathologiques, on appelle ça l'anapath, sur les prélèvements, sont encore en cours d'analyse. C'est-à-dire qu'on a prélevé en fait des tissus, on les analyse au microscope et ça va durer encore 2-3 semaines. Donc en fait, aujourd'hui, on ne sait toujours pas dans quelles circonstances exactes petite fille a trouvé la mort. Aujourd'hui, c'est surtout l'heure du recueillement, c'est surtout l'heure des obsèques et c'est à 14h30. Et dans une dizaine de minutes, vous entendrez le témoignage des deux petites filles de la compagne de Joël Barella, c'est le père de Jérôme Barella. On vous en parlait hier, elles ont accepté de se confier à Alexandra Gonzalez. Elle l'accuse d'inceste entre 2010 et 2015. Il est 6h05, l'information de la nuit. C'est Donald Trump qui annonce un grand accord avec l'Iran en cours de finalisation. La signature serait éminente, peut-être ce week-end en Europe, peut-on le croire? Clémence Renard, vous êtes en duplex avec Marion Delpierre. C'est un revirement donc spectaculaire en quelques heures. Il renonce à ses frappes. Oui, tout à fait. Ça a été les montagnes russes, on peut le dire, ces dernières heures, puisque hier, pendant une grande partie de la journée, Donald Trump menaçait de frapper très durement l'Iran cette nuit, avant de finalement annoncer sur son réseau Truth Social qu'il annule ses frappes. Il justifie ce coup de théâtre en disant que les négociations avec l'Iran ont bien avancé, qu'un accord a même été approuvé. Un discours qu'il a également tenu un peu plus tard devant les médias hier soir lors d'un point presse improvisé à la Maison-Blanche. Donald Trump qui a également dit que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a validé cet accord avec les États-Unis. Alors c'est loin d'être la première fois que Donald Trump annonce qu'un accord est proche et qu'il ne se passe rien finalement. Selon l'agence iranienne Tasnim, c'est la 38e fois en 2 mois. Mais Donald Trump expliquait hier aux journalistes dans le bureau ovale que cette fois-ci, il y croit vraiment, puisque selon lui, les Iraniens ont peur de se faire frapper et que ces menaces donc, de bombardement pour faire avancer les négociations ont été efficaces. Nous allons maintenant à Jérusalem parce que d'après Benjamin Netanyahou qui a parlé à Donald Trump ces dernières heures, Stéphane Amar, l'accord définitif inclut le nucléaire et la fin du soutien de l'Iran au Hezbollah notamment. Oui, absolument. Le bureau du Premier ministre a communiqué sur cette conversation. Alors, ce que l'on sait, c'est que cet accord contiendrait un démantèlement total de l'arsenal nucléaire iranien, c'est-à-dire des installations nucléaires iraniennes, une destruction de l'uranium enrichi. Et aussi, c'est très important pour Israël, l'arrêt du soutien aux groupes armés liés à l'Iran, c'est-à-dire au Hezbollah notamment et aux Houthis. Vous savez qu'Israël est toujours en guerre au moment où je vous parle contre le Hezbollah au sud Liban. Ce serait donc pour Israël une forme de victoire et pour la première fois et bien ici on parle d'un optimisme prudent de la part du Premier ministre israélien face à cet accord, même si bien sûr on reste sceptique car si c'était le cas, eh bien les concessions seraient considérables du côté iranien puisqu'il renoncerait définitivement, l'Iran renoncerait définitivement à son programme nucléaire, ce qui était le principal but de guerre israélien. Mais encore une fois, il y a beaucoup de prudence parce qu'on sait qu'à de nombreuses reprises il y a eu ce type d'annonce, c'est-à-dire ce cycle menace de frappe massive, annonce d'un accord et finalement l'accord n'a pas été signé. Maintenant, Stéphane Amar, François Clément, Téhéran a réagi cette nuit. L'Iran n'a pas pris de décision définitive. On se souvient des volte-face, notamment le 7 avril. Vous vous souvenez, ils voulaient raser la civilisation iranienne et puis le soir, ils nous annonçaient un cessez-le-feu.
son comportement non seulement à dire tout et son contraire, ou parfois à prendre une décision qui est invalidée le lendemain. Et là, en l'occurrence, ce qui est frappant, c'est que il est capable, en moins de 48 heures, de dire des choses non seulement totalement contradictoires, mais en plus qui s'annulent les unes les autres. Exemple, sur le militaire, il menace de faire des frappes très dures. Et alors on lui dit, mais c'est quoi des frappes très dures? Alors il dit, je vais bombarder l'île de Karg, et on va peut-être même prendre l'île de Karg. Alors on lui pose, mais est-ce que vous voulez y aller avec des troupes? Ah bah non. Et puis je vais quand même pas frapper l'Iran parce que ça atteindrait la population civile. Et puis donc je vais pas non plus faire une très grosse frappe parce que moi ce que je veux c'est une toute petite frappe commando décisive comme au Venezuela. Et là on lui dit mais le Venezuela c'est pas l'Iran. Bref, il n'arrive pas à rester concentré sur une idée simple qui est soit effectivement je frappe et même si ça ne marche pas, ou soit je vais effectivement mettre toute mon énergie sur un accord. Il semble que cet accord-là, moi je vous en parle, de cet accord préliminaire, ça fait précisément depuis presque 2 mois. Parce que l'idée, c'est qu'il s'est au moins rendu compte qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord définitif en une seule fois. C'est quelque chose qui va se faire de façon séquentielle. D'abord un accord préliminaire de principe qui permet de lever le détroit d'Ormuz, et puis ensuite on discute pendant 60 jours sur le nucléaire. Et là aussi, il s'avance beaucoup en disant que les Iraniens sont d'accord pour tout démanteler. Non, les Iraniens ont dit qu'ils voulaient conserver le droit d'enrichir de l'uranium. Donc il faut voir, il faut attendre, il faut aller dans les détails et on va voir ce que ça donne. Si toutefois il y a une signature ce week-end à Genève, c'est pas mal parce que Genève, c'est juste à côté d'Évian et c'est là où il y aura le G7 et théoriquement il y sera aussi. Et nous irons dans quelques minutes aussi dans le détroit d'Ormuz parce que des navires de commerce ont été visés par des drones iraniens et par des frappes américaines. Il y a eu des morts ces derniers jours. Voilà, ce sera dans le journal de 6h30. L'actualité ce matin, c'est aussi l'affaire Patrick Bruel. Une de ses avocates était hier soir sur le plateau de BFM TV. Son client se dit prêt à être confronté à toutes les plaignantes, y compris Flavie Flament. Elle ajoute que rien n'empêche Patrick Bruel de remonter sur scène. Le chanteur, lui, est resté cloîtré à son domicile de Neuilly hier toute la journée. Reportage David Boutet, Energy Sadji et Mathis Menu. Les volets fermés à tous les étages. Patrick Bruel reste cloîtré dans l'ombre, mais déterminé à faire la lumière sur cette affaire, selon son avocate. Il nous dit qu'il est heureux d'avoir pu s'exprimer, qu'il est heureux naturellement de pouvoir rentrer chez lui. Il est surtout soulagé de pouvoir enfin être entendu dans ses explications. Il a répondu à toutes les questions. Au pied de son immeuble, aucun voisin n'a croisé le chanteur depuis sa remise en liberté sous contrôle judiciaire mercredi soir. Il doit avoir, peut-être qu'il a très honte. Je vais pas le plaindre, parce que voilà, encore une fois, moi je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, oui, il faut se cacher. Il faut même être en prison si c'est vrai. Pas de détention, mais des obligations à respecter. Interdiction de quitter le territoire, d'entrer en contact avec les victimes présumées et de fréquenter un salon de massage. Mais l'artiste garde le droit de remonter sur scène. Il n'y a pas d'interdiction pour M. Patrick Bruel d'exercer son métier. Il n'y a pas d'interdiction de M. Patrick Bruel de se produire ou de donner un concert s'il le souhaitait. Et ça, je pense que c'est important parce que ça aurait constitué une sanction avant même que l'enquête ne débute, alors que Patrick Bruel est présumé innocent. Mise en examen pour viol, l'accusé continue de nier. Il conteste absolument les faits qui lui sont